Voilà, tout est lancé, l'enregistrement est lancé, donc on peut démarrer notre session, notre première session de 2025 de la communauté UiPath en Suisse romande. Merci à vous de vous connecter à notre séance. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler d'Agentic Automation, puisque on va dire que c'est le sujet de l'année 2025, en particulier pour UiPath, mais aussi plus globalement dans le monde de l'IT, c'est un des sujets les plus porteurs. Euh, donc voilà, tout ça autour des agents. Aujourd'hui, on a avec nous Yad, qui maintenant participe à l'organisation de la communauté avec Audrey et moi, qui va effectuer cette présentation, avec Reda, que je félicite d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'il est à nouveau MVP pour la cinquième année consécutive, MVP UiPath. Donc c'est un des experts de la communauté qui est un des MVP francophones. Donc c'est intéressant de l'avoir avec nous aujourd'hui et qui va nous montrer, nous expliquer comment fonctionne l'Agentic et nous montrer le fonctionnement d'Agent Builder. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous passe la parole, Yad, Reda, euh, à vous de nous présenter ces magnifiques nouvelles choses. Parfait, ben je prends le relais. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de la communauté UiPath donc pour Genève, pour la Suisse romande. Euh, Merci beaucoup Nicolas pour l'introduction et donc merci à Reda effectivement d'être notre expert pour aujourd'hui. Et comme Nicolas l'a dit, félicitations à toi pour ta cinquième année consécutive. Je me rappelle en 2022, moi c'est quand je t'ai rencontré, quand on était à UiPath MVP ensemble. Et donc toi, tu n'as pas lâché l'affaire, c'est super. Et tu as un très beau parcours on tenait à féliciter ici. Et on te remercie pour le temps que tu nous accordes sur cette présentation-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran pour la présentation. Et comme ça, on peut commencer directement dans le vif du sujet de ce webinaire. Hop, c'est parti. On va commencer par se présenter. Donc, très rapidement, vous connaissez tous Nicolas. Donc, pas besoin de te présenter, Nicolas, je pense. Donc, moi, c'est Yad Bendia, je suis solution architecte UiPath sur Genève, donc, entre Genève et Lausanne. Donc, ça fait quelques années euh, qu'on travaille avec Reda sur des différents types de solutions d'automatisation de RPA classique en allant sur des solutions d'automatisation avec un peu plus de briques d'intelligence. Donc voilà, je serai là pour animer cette réunion aujourd'hui, ce webinaire, et c'est vraiment Reda qui sera notre expert technique aujourd'hui pour la présentation. Reda, je te laisse te présenter. Oui. Alors, déjà, désolé pour la caméra. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon PC, mais ça ne marche pas. Donc, je suis Reda Marzouk. Je suis consultant automatisation intelligente chez Genesis Finance en France, à Paris. Je suis également un MVP. Merci pour vos mots. Et voilà, aujourd'hui, on va vous présenter et j'espère que ça va être une bonne séance. Super. Euh, D'ailleurs, pour tout ce qui est questions-réponses, vous pouvez les poser dans le chat si vous le souhaitez, ou vous pouvez les envoyer, ou vous pouvez les poser directement en levant la main dans le chat si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Le but étant d'être le plus interactif possible. Euh, Aujourd'hui, pour l'agenda d'aujourd'hui, on a essayé d'être le plus succinct possible sur la partie théorique. Le but étant de reposer un petit peu les bases pour qu'on puisse être aligné sur quand on parle d'un agent versus les assistants UiPath qu'on connaît déjà, ça va être quoi la différence. Déjà se reposer dans le contexte de départ sur la définition de c'est quoi un agent IA versus ce qu'on connaît un peu tous de les LM, les IA génératives. Donc vraiment se reposer bien dans le cadre d'un point de vue intelligence artificielle. Puis on fera un zoom sur la partie UiPath. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un agent concrètement? Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un agent de façon générale? Et après, le zoomer sur la partie UiPath, voir qu'est-ce que c'est que l'agent builder de UiPath et comment on fait pour mettre en place un agent. Ce sera les quatre premières parties. Et ensuite, on rentrera directement sur un live use case où je donnerai la main à Reda qui va nous construire un premier use case. On pourra voir les premières interactions et comment en fait on pourrait construire du coup nos agents nous-mêmes très, très, très prochainement. Donc, c'est parti. Commençons donc par la base, par la définition. Et on va essayer de définir un peu proprement c'est quoi les IA génératives, surtout c'est quoi les agents par rapport aux IA génératives.
Donc Reda, je te laisse la main un petit peu peut-être pour nous expliquer. On connaît tous un petit peu, enfin, on en a beaucoup entendu parler sur les dernières années des IA génératifs, dont ben, le fameux ChatGPT. Et dans ce contexte des IA génératives, comment les agentic AI se situent? Alors, déjà, en fait, on ne va pas commencer par une définition directe d'IA agentique parce que je trouve que c'est plus pertinent de faire la distinction entre une IA générative et IA agentique par rapport à des choses qu'on a déjà fait. Et par la suite, on va faire la distinction aussi avec le RPA, les process qu'on avait créés avant sur UiPath. Donc, ça, en fait, ça donne quand même une idée sur c'est quoi l'IA agentique parce que tout le monde a une définition différente. On a l'impression que tout le monde parle d'IA agentique alors que c'est pas vraiment très bien défini. Donc déjà, l'IA générative, ça permet de créer le contenu, de générer le contenu, comme le dit. Donc soit on est en train de créer sur un texte, image, des fréquences en forme de musique, etc. Donc c'est vraiment une création d'un texte à partir d'un prompt au début. Et ce prompt, ça peut être une vidéo, une texte, image, etc. Donc ChatGPT et compagnie. Une IA agentique, il n'est pas axé sur la génération tout ça. Et il utilise l'IA générative pour faire un planning, mais par la suite, le plus important, c'est l'action. Donc, c'est vraiment orienté vers un concept d'action. Et pour faire ça, on a besoin de plusieurs facteurs par la suite. On va, quand on va définir agent IA. Donc, voilà, la distinction principale, c'est que l'IA générative, c'est centré sur la génération par des transformers. Et l'IA agentique, c'est vraiment centré sur l'action. Et il n'utilise l'IA générative que pour faire le planning ou pour faire un raisonnement, une décision bien précise pendant le process en fait, pendant le fonctionnement d'un agent IA. D'accord, très clair. Donc là, déjà, on commence à voir un peu se profiler pourquoi on a un lien avec la RPA. Là, on connaît bon, les IA génératives, on va avoir un premier prompt, on va demander à ChatGPT euh, quelle heure est-il à Tokyo et on aura une réponse, versus où l'agentique IA il pourra prendre des actions et réaliser des processus aussi si nécessaire ou aller naviguer sur des applications. Et c'est là où on se rattrape vers la RPA qui est vraiment la réalisation des processus, quoi. Donc, très clair, merci beaucoup pour la première partie de définition qui est vraiment important parce que c'est vrai que quand on entend IA générative ou agentic AI, on a souvent la tendance à mettre un peu tout ensemble et pas voir la différence. Donc là, on a bien commencé par une première définition. Maintenant, si on zoome un petit peu, Reda, sur la partie robot. Donc maintenant qu'on a compris c'est quoi un agent, si on se met dans un contexte UiPath, est-ce que tu peux nous expliquer ben, c'est quoi l'agentic AI pour UiPath, sachant qu'on connaît tous ben, les robots, les assistants, ça c'est un petit peu l'RPA qu'on connaît. Et quelle va être la différence avec ces nouvelles notions d'agents IA qui vont se greffer en plus dans l'écosystème UiPath? Ok. Donc, alors, un process RPA, on sait tout ce que c'est. C'est un process qu'on crée sur la base, on publie sur orchestrateur, le lancer sur assistant. Donc, ça, c'est très connu. Donc, c'est toujours, c'est role-based. On sait déjà l'input exact et c'est qu'est-ce qu'on va avoir dans l'output. Donc, c'est vraiment très clair par rapport à ce qu'il fait. Un agent, il va venir pour ne pas être role-based. Enfin, déjà, pour les robots, on peut avoir une partie intelligente. Soit en faisant du computer vision pour voilà, faire comprendre un Citrix, etc. Mais un agent, il est vraiment très différent par rapport à ce qu'on a fait avant. Et les goal-based, donc on est déjà en fait, on a un but, pas une description, pas un process, pas un workflow concret. Il est autonome, donc il doit être autonome parce qu'on ne va pas toujours faire un trigger par un mail, etc. Il doit vraiment avoir une autonomie et elle va avoir plusieurs triggers qui sont différents, pas comme un process normal. Et il doit bien sûr avoir plus de dynamique de décision. Et on va voir par la suite, quand on va définir ces points un agent, la différence et les différents points significatifs est très, très différent par rapport à un process RPA. C'est comme si, en fait, les choses qu'on a essayé de faire avec la RPA pendant là, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils sont déjà par défaut présents dans un agent. Donc, il permet de répondre à des questions qui sont beaucoup plus larges et à des use cases qu'on ne pouvait même pas en fait, imaginer d'automatiser avant. Donc, voilà, le plus important, c'est l'agent, c'est goal-based, c'est pas rule-based. Il est autonome et il arrive quand même à prendre des décisions à chaque étape de travail. D'accord. Donc on est vraiment dans cette interaction un peu homme-machine où on va avoir de l'intelligence supplémentaire dans l'agent, là où le robot était. Moi j'aime bien cet exemple du stagiaire qui va exécuter très bien, très rapidement, mais qui sait faire uniquement ce qu'on lui demande parce qu'on l'a entraîné à faire ça au sens où on l'a codé, on l'a développé. Là où l'agent, on va plus lui dire, ben,
j'aimerais que tu me donnes une information, j'aimerais que tu me trouves certaines informations, et ça va être à lui de savoir le faire un peu en autonomie. Euh, Petite question sur ton premier feeling, même si bon, la techno est assez nouvelle, mais est-ce que pour toi, la vision, c'est que les agents vont remplacer les assistants et les robots unattended, ou c'est des choses qui vont être complémentaires et qui vont rester un petit peu en parallèle, c'est une nouvelle feature supplémentaire? Alors, pour moi, c'est vraiment différent. Les process RPA, ils sont là pour rester, ils sont pas là pour être remplacés. Si on a une automatisation qu'on peut décrire clairement dans un PDD, il n'y a pas de raison d'aller questionner un agent ou prendre des décisions à chaque étape. C'est vraiment très défini, il est là, on le lance, on a déjà une marge d'erreur de 1 ou 2% par rapport au error system qu'on connaît déjà. Donc, remplacer une technologie qui marche, ça sera pas, en fait, ça va pas passer pour les clients, c'est clair. Mais en fait, pour moi, les agents, ils sont là pour répondre à des questions et à des use cases qu'on n'avait même pas en fait pensé automatiser avant. Des use cases qui vont englober aller chercher sur Internet, aller chercher sur une base de données, sur un ERP, etc. Et faire l'agrégation de la data, faire des actions sur des bases de données, etc. C'est d'une manière indépendante et d'une manière, on va dire, en- d'une manière intelligente. Donc ça, Ok, c'était pas super. possible pour les robots. Et donc, pour moi, c'est pas là pour remplacer les robots et pas pour remplacer les RP. Ok, super intéressant. En plus, ce qui est très intéressant dans ce que tu as présenté, c'est il y a aussi une distinction forte entre ce qu'on appelait IPA avant, qui était rajouter des briques d'intelligence, comme quand on avait de la récupération de documents, d'informations sur des documents, etc., etc. Là, c'est vraiment autre chose, encore une fois. C'est vraiment utiliser la force du LLM pour aller enfin, récupérer de façon automatique des informations sans définir des règles, en fait. Et donc, c'est vraiment lui laisser l'autonomie de où est-ce qu'il retrouve ces informations en se basant sur certains outils. On verra par la suite qu'est-ce qu'on peut avoir. Très clair. Merci beaucoup, Reda. Peut-être qu'on peut un peu plus zoomer aussi sur les 8 points clés ou les 8 définitions de l'agent et qui vont être les grosses différences, je dirais, par rapport à un assistant ou à un robot classique. Donc peut-être que tu peux Mais, rentrer un peu en détail sur les 8 grandes familles de définitions qui sont importantes à savoir. alors, là, on a plusieurs points pour moi qui définissent parfaitement ces points un agent. Donc, on trouve plusieurs composants qu'on n'a pas pu avoir déjà dans la RPA. Ça fait plus que 5 ans, 6 ans qu'on essaie de faire le self-healing, mais ça marche pas, on va dire que ça marche pas parfaitement et c'est vraiment très compliqué à mettre en place. C'est pour ça, en fait, le healing, il est déjà, en fait, c'est par défaut dans un agent. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est un concept très différent qui permet de faire des use cases, de répondre à des use cases qui sont très, très différents. Donc, la communication est aussi une partie d'un agent parce qu'un processeur RPA n'arrive pas, si on n'ajoute pas des logs à chaque étape, il n'arrive pas à expliquer ce qu'il est en train de faire. Donc, on doit ajouter des logs, faire vraiment un développement qui suit les best practices. Un agent ne va pas faire ça. Un agent, il peut expliquer pourquoi il est bloqué à un certain point et il peut expliquer pourquoi il n'a pas pu avoir un résultat. Donc, cette explication, ça va être d'une manière compréhensible en français ou en anglais. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas pu avoir avant avec des process RPA. L'adaptation aussi, c'est quelque chose qu'on peut avoir rapidement. Par exemple, si je suis en train de travailler avec un agent qui travaille sur Postgres, par exemple, PostgreSQL, et demain, je change que le prompt pour dire que on ne travaille plus sur Postgres, on est sur SQLite. Donc, l'agent, automatiquement, sans rien faire, il va pouvoir générer des requêtes SQL qui vont avec SQLite. Donc, voilà. Toutes ces capacités, ça vient avec la technologie, donc pas besoin d'avoir beaucoup de temps pour l'implémenter nous-mêmes. Donc, Super. voilà. Et en plus, une chose qui va être aussi intéressante que tu nous présenteras par la suite, c'est que même sur la partie adaptation ou sur les communications qu'on va avoir dans les prompts, on peut aussi variabiliser beaucoup de choses. Donc, typiquement, dans ton exemple où on doit changer de tools pour passer d'une type de base à une autre base, etc., on peut le variabiliser. Donc, on n'a pas besoin de même nous-mêmes rédiger le prompt. On peut très bien juste le mettre en setting et après pouvoir le run à nouveau pour voir si les résultats divers, quoi. Donc, c'est vraiment Exactement. incorporé pour nous faciliter la vie au quotidien. Ouais. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter. C'est une séance interactive. Donc, Alors, je surveille, t'inquiète pas. Pour le moment, je ne vois pas de questions et ça ne serait tardé, je pense. Euh, alors, maintenant qu'on a compris un peu la philosophie globale, on est parti des LLM pour ensuite se dire, OK, c'est quoi la spécificité de l'agent? Ça va être de la réalisation d'actions. Puis ensuite, on a essayé de voir un petit peu dans le contexte UiPath,
la différence entre l'existant qu'on connaît déjà, les assistants et les unattended, et les agents, donc cette nouvelle génération d'automatisation avec ben, ce contexte spécifique supplémentaire. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans la technique maintenant, vu qu'on sait que tu es un grand technicien, Reda, pour nous dire un peu plus ben, concrètement, c'est quoi la structuration qu'on va avoir dans un agent, quelles sont les briques essentielles, et ensuite on verra comment on peut les mettre en place avec UiPath. Alors là, déjà avant de commencer de parler des composants, il faut comprendre que chaque créateur d'agents ou agentic framework, ils ont leur propre interprétation des composants d'agents IA. Donc, on va parler d'une manière générale et par la suite, on va revenir au use case sur iPaaS. Donc, un agent, il va se composer déjà principalement d'un LLM comme cerveau. Parce qu'on n'avait pas les agents avant, car on n'avait pas l'IA générative qui va pouvoir raisonner d'une manière pertinente. Donc, le fait qu'on a un LLM qui arrive à donner des étapes pertinentes pour répondre à une question ou à une tâche, ça, c'est très, très important, ce qui nous permet aujourd'hui cette possibilité d'agentic AI. Donc, déjà, le LLM sera toujours le cerveau. C'est lui qui va recevoir un user prompt, il va recevoir la demande et il va par la suite utiliser une suite de tools ou d'outils qu'il a à disposition. Et c'est ça la grande différenciation. Et n'importe quel agentic framework, ils vont avoir des tools. On va toujours avoir des tools. Donc, ça, ce n'est pas un point de différence entre les agentic frameworks. Donc, un agent, un LLM comme cerveau, un tool à disposition pour pouvoir aller chercher sur une base de données, chercher sur Internet, faire n'importe quelle action en utilisant des API, etc. Donc, il va avoir à disposition. Et par la suite, on va avoir d'autres notions, d'autres composants qui ne sont pas là sur le schéma, mais qui sont aussi importantes. Par exemple, le prompting, le système prompt qui est toujours important pour qu'on puisse quand même cadrer un petit peu le travail de l'agent. Et la notion de mémoire et d'environnement. L'environnement, ça change énormément. Comme je viens de donner comme exemple PostgreSQL ou SQLite. En fait, ces environnements changent, donc la manière avec laquelle il va pour aller chercher la data, ça va changer. Donc, il doit avoir une notion d'environnement aussi, mais il y a plusieurs agentic frameworks qui l'incluent pas. Donc, voilà, les outils les plus importants, les composants les plus importants, c'est les tools et le cerveau et la mémoire et le prompt, mais le reste, ça reste en fait, on trouve des différences entre le Agentic Framework, c'est comment il l'implémente et comment il permet la création des agents dans ces Agentic Frameworks. Ok, très clair, super. Euh, du coup, ben, Reda, je pense que je vais te laisser la main pour rentrer dans le concret. Ce que tout le monde attend, c'est vraiment voir concrètement comment, à partir de l'interface UiPath, on peut commencer à mettre en place un agent. Peut-être que tu peux nous préciser d'ailleurs, bah, tu nous montreras comment on fait pour l'avoir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est en preview. Ça devrait bientôt arriver en public preview. Et ensuite, bah, que tu puisses nous montrer, on va faire un premier prompt qui pourrait être utile à tous, mais qui va être vraiment voir en quelques minutes comment on fait un premier prompt, comment on a des premiers résultats et comment on pourrait automatiser ses recherches, etc. Très bien, je vais partager mon écran. OK. Vous voyez mon écran. Yes, on va ton écran. Très bien. Donc là, déjà, avant de présenter le use case, je vais présenter l'Agent Builder, qui est l'outil de UiPath. Donc, UiPath, ils ont déjà en fait créé leur propre Agentic Framework, enfin, Agentic Builder, qui va nous permettre de créer des agents qui sont intégrés directement sur l'écosystème UiPath. Donc, on voit bien que UiPath n'a pas utilisé soit UiPath Studio, Studio X ou Studio Web pour faire ça, parce qu'on peut avoir des briques intelligentes à l'intérieur d'un process, mais ils ont créé tout un outil qui est différent, qui va nous permettre d'avoir des vrais agents qu'on peut créer et qu'on peut utiliser avec dans l'écosystème UiPath. Donc, déjà, ça permet déjà, pour comprendre, ça, c'est une private preview. Donc, il n'y a pas accès maintenant avec le euh, community version. Donc, on ne va pas le trouver directement sur UiPath Cloud. Mais moi, j'ai accès à un staging. Donc, c'est, euh, c'est, euh, c'est un programme d'insider que enfin, tout le monde peut rejoindre, mais pas seulement les MVP, pour pouvoir avoir accès à des outils qui vont être introduits par la suite et même en fait influencer le roadmap de ces outils.
en fonction de retours d'expérience. Donc là, on va avoir agent. Et à l'intérieur de cet agent, on peut choisir un modèle. Donc là, on a soit Claude Sonnet, soit GPT-O ou 4O ou 4O mini. Donc, c'est les modèles qui sont là maintenant, mais on va avoir des modèles par la suite, c'est sûr. Donc, le général, on va définir le nom de l'agent et la description de l'agent. En prompt, c'est là où on va avoir le système prompt et user prompt. Système prompt, c'est si vous avez fait déjà des API avant, vous allez comprendre qu'on a un système prompt qui va vraiment guider, donner un cadre des instructions générales pour ce qu'on est en train de demander, et un user prompt qui est vraiment la demande qu'on est en train d'exprimer. Par la suite, on a les tools, et ce qui est très très bien dans UiPath, c'est que ces tools peuvent être soit des activités directes, voilà, des activités directes ou des process UiPath, ce qui va vraiment donner la force de cet outil parce que si on veut créer des agents nous-mêmes avec LangChain, LangGraph ou d'autres agentic frameworks, on doit créer les process nous-mêmes en créant notre, enfin, notre, notre script Python, etc. Mais là, en fait, le fait d'avoir UiPath Studio ou UiPath Studio Web, où on peut créer des tools, ça va vraiment donner une force à UiPath parce qu'on sait déjà comment créer des process. Ça va être vraiment très facile de les ajouter directement sur un agent. Donc, on peut même appeler un agent totalement différent à un autre agent comme outil, ce qui est vraiment très, très bien. Et, mais en fait, même des activités ici, on trouve qu'on peut beaucoup faire avec les activités qu'on a. Après les outils, on a le contexte. Ça aussi, c'est très important. Je vais créer ça avec vous parce que c'est vraiment très important. Le contexte permet de donner des informations à notre agent pour vraiment soit respecter des conditions ou avoir des informations en général qui vont l'aider à atteindre son objectif. Donc, ce contexte se base sur le concept de RAG, Retrieval Augmented Generation, si ça vous dit quelque chose. Mais pour le créer, c'est vraiment très, très facile sur UiPath parce que sur d'autres applications, on va vraiment galérer pour créer un index, etc. Mais sur UiPath, pour créer un contexte, c'est vraiment très simple. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller sur l'orchestrator, aller sur les automations, bien sûr sur un folder, sur storage bucket, et là, on crée un storage bucket, tout simplement. On va créer ce storage bucket, on va placer les documents en interne, ça peut être des CSV, des PDF, des JSON qui vont avoir de l'information à l'intérieur. Et après, on va revenir dans la partie admin. Et dans cette partie admin, on a AI Trust Layer qui vient d'être introduit là, il y a 6 mois. Et dans ce AI Trust Layer, si on va vers Context Grounding, on va trouver qu'on peut en fait ajouter un nouveau index, on va les tests, à partir d'un storage bucket, on peut le créer aussi à partir d'une connexion. On va choisir l'orchestrator folder et on va choisir le bucket à l'intérieur. Et tout ce qu'on a à l'intérieur de ce bucket en termes de fichiers, ça va être donné à l'agent pour utiliser comme information. On va faire sync now, il va le créer. Et après, quand on va revenir là, on va trouver qu'on a le folder et on a aussi l'index que je viens de créer. Cette partie que je viens de faire maintenant, ça va prendre au moins 1 à 2 journées pour faire si on est en train de créer nos propres indices. Euh, on est en train de vraiment créer notre propre RAG, on va dire. Là, on a créé en 2 minutes. Donc, c'est vraiment un plus pour UiPath. Ici, on va test et on peut l'ajouter comme contexte. Et après, on peut donner un relevance score pour, euh, pour, euh, si on va par exemple demander quelque chose, il va essayer de trouver l'information qui est la plus proche à ce qu'on a demandé. Parce que si on fait par exemple 0, il va prendre n'importe quoi. Si on fait par exemple 0,90, il va vraiment chercher l'information qui va matcher notre demande. Sinon, il ne va pas prendre en considération. Voilà. Donc, ça, c'est la partie context grounding qui est pour moi un sujet totalement différent, mais je viens de le faire maintenant. Et on a à la fin une escalation agent memory. Cela, si par exemple l'agent n'arrive pas à faire quelque chose, ou si on a déjà demandé à l'agent de ne pas faire quelque chose, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un ticket directement sur Action Center et il va l'assigner à une personne. Mais ça va être beaucoup plus facile parce que c'est un agent qui est en train de le faire, pas un process. Très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-là? Sinon, on va vraiment dans use case pour voir comment ça marche.
Alors, ouais, je pense que tu peux aller dans le use case, parce que là, c'était un peu Ok, théorique. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de c'est ok. quoi un prompt, un tool, c'était peut-être évident. Maintenant, quand on va partir sur le use case, ça va s'éclairer. Ok, bah pour le use case, il y avait plein d'exemples que je pouvais présenter, mais ils sont vraiment des exemples qui sont complets et un peu complexes aussi. Donc voilà, on trouve les agents ici. Je voulais pas les présenter, je voulais créer un cas vraiment très simple pour voilà, comprendre comment ça marche. Donc notre use case d'agent, ça sera un Event Promotion Influencer Mapper. Donc si on a par exemple un événement, si on a un webinaire et on est en train de chercher par exemple un expert sur un sujet, on veut bien qu'un agent va chercher ces personnes-là et il va nous donner une liste de ces personnes pour qu'ensuite on va sélectionner à partir de cette liste-là. Donc tout ce qu'on va faire, c'est donner un nom et une description. Donc il va trouver des influenceurs, des blogueurs, etc. par rapport à un sujet bien précis. Par la suite, dans le prompt, je vais lui demander exactement ce qu'il va faire. Ici, j'ai donné des étapes générales et je n'ai pas précisé comment il va appeler les outils. Parce que j'ai un seul outil. Là, on va voir par la suite, j'ai un seul outil, je n'ai pas plusieurs outils. Si j'ai plusieurs outils, là, en fait, je dois préciser comment il va faire l'appel aux outils, comme ça, il ne va pas faire n'importe quoi. Donc là, dans un premier temps, il va lire et analyser le user request, donc ce qu'on va demander là. Il va chercher des influenceurs, blogueurs, etc. C'est là où il va comprendre qu'on doit utiliser le tool qu'on a donné à disposition, qui est le web search. Donc, il va vraiment sur le web et commencer à trouver un certain nombre de résultats pour trouver les personnes en question. Là, il va faire un rank de ces personnes-là en fonction de audience fit, engagement, etc. Il va faire un return enfin, top recommendations. Et après, s'il n'y a personne qui est dans ce cas-là, s'il a trouvé personne, il va me dire pourquoi il n'a pas trouvé ces personnes-là. Donc, Donc comme user là, prompt, si je résume oui, Reda, si on était sur de la RPA classique, là, tu es en train d'un petit peu designer le workflow euh, oui, de, du processus, on va dire, avec les 5 grandes étapes de ce processus-là. En plus, à la fin, tu lui as un peu dit, ben, en cas d'exception, voici ce que je veux que tu réalises. Et donc, on oui. voit vraiment déjà une première différence de force et de puissance. Et on comprend pourquoi il y a du LLM qui est derrière aussi pour la compréhension et la mise en place. C'est que on n'a plus besoin de designer des briques. On lui écrit 5 phrases, on lui apprend, tu vas expliquer le prompt. Et c'est ça, en fait, notre PDD, entre guillemets, enfin, notre design de processus, quoi. Exactement. Donc là, mais ça peut devenir une tâche, on va dire, pas très simple parce que si on a plusieurs web search, etc., si on a plusieurs tools, par exemple, là, j'ai demandé rank them on reach audience fit and engagement metrics. Là, je n'ai pas donné un outil qui va permettre de trouver ces metrics-là. Donc, il va essayer de trouver à partir du texte qu'il va prendre. Donc, on voit bien que cet ajout-là peut devenir beaucoup mieux si on passe un petit peu de temps là-dessus et on donne plus d'outils qu'il peut utiliser. Donc, le user prompt, revenant, I'm hosting a hyper automation seminar aimed at field. Et on va voir par la suite c'est quoi ce field. Professionals. Please find influencers, creators who are known for posting about that field. Ideally, they should have strong engagement and with a technical audience. Donc voilà, the candidate should be located in the country, a country. Donc en fait, ça, c'est des variables qu'on peut définir directement dans des arguments. Donc là, quand j'ouvre les arguments, j'ai un input schema et field. Ce sera the field of expertise of a certain audience. Et le country, ça va être the country. Ça permet d'avoir cet dynamisme et cette possibilité d'avoir des variables qu'on peut utiliser pour changer notre rendu. On va voir ça dans mon exemple. Donc, dans le tool, j'ai le Web Search, qui est un outil UiPath qu'on peut utiliser rapidement sans besoin de créer un process. Il est là, on peut le trouver sur UiPath Gen Activities. On a le Web Search. Alors, Très bien. Donc là, pardon, sur les tools, parce qu'on a une question qui est venue sur, sur le sujet. Donc aujourd'hui, c'est uniquement des tools qui sont déjà préconstruits, ou est-ce qu'on peut très bien lui dire va dans un tools, un custom tools que j'aurai sur mon PC pour récupérer les informations? oui, alors là, aujourd'hui, on a ces activités, mais on peut aussi, même aujourd'hui, en fait, avoir des soucis. Par exemple, je fais un publish d'un process à partir de UiPath Studio, UiPath Orchestrator, je vais le trouver ici. Donc, c'est vraiment custom parce que c'est des process RPA, quoi. C'est des process Alors, RPA qu'on peut trouver directement ici.
Je vais Je sais juste pas faire une ce que petite pause, Reda, parce que j'ai quelqu'un dans le chat qui me dit qu'il ne voit pas ton écran. Est-ce que vous voyez bien tous l'écran de Reda qui est en train de partager euh, le studio qui est Oui, en oui, blind? Ok, moi je le vois bien. ok, Moi aussi, je le vois bien. d'accord. Je vais lui répondre. Merci. je continue. Continue. Donc là, par exemple, Du coup, on pardon, si voit. tu reviens sur le tools, désolé, je t'ai coupé pendant que tu parlais. Euh, donc là, typiquement, on pourrait appeler des processus, des choses qu'on aurait déjà construites. Donc, on pourrait utiliser des choses, de l'automatisation sur des outils déjà existants. Donc, un SAP on-prem qu'on aurait chez nous, on aurait un process qui va récupérer de la data. On pourrait utiliser ça pour extraire de la donnée qui serait de la base pour notre agentic AI, c'est ça? Oui. Donc, vraiment, on peut avoir toutes les intégrations qu'on a sur Integration Services, qu'on a sur Cloud, et on peut avoir des process qu'on peut créer nous-mêmes. Donc, c'est ça vraiment la force de UiPath Agent Builder qu'on ne va pas trouver ailleurs. Parce que j'ai créé des agents avec plein d'outils, autres outils, mais c'est très pauvre en termes de process et en termes de tools parce qu'on doit créer les tools nous-mêmes. Ici, c'est très facile de faire, c'est vraiment très bien. Donc là, typiquement, si on aurait besoin d'utiliser un web service qui aurait été construit en interne ou des API qui pointent sur des applications en interne, il faudrait plutôt qu'on ait construit un process classique UiPath qui va les interroger pour récupérer les résultats. C'est bien ça? Exactement. Exactement. D'accord, très bien. Après, on doit dire exactement à l'agent comment l'input il sera comment et l'output sera formaté de quelle manière. Parce que sinon, il ne va pas pouvoir donner le bon input à process. Le process est toujours un process RPA Oui, qu'il attend un certain input bien précis. Donc, d'accord, voilà, on très doit clair. définir ça le système message. Le système message, on dit, voilà, cet outil utilise ça avec le format bien spécifique. Très bien. Donc là, on revient. Par exemple, on peut tester directement sur le playground. J'ai un fil RPA et j'ai le config, je vais par exemple et je vais faire un run. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire commencer le run. Il va commencer à interpréter ma demande que j'ai donnée dans user prompt dans un premier temps. Après, il va comprendre qu'il doit utiliser le web search à cette étape. Donc, il utilise le web search, même si je ne le précise pas ici, parce qu'on est en train d'utiliser GPT-4o, qui est vraiment un révélateur. Donc, voilà, il a utilisé le web search, il a cherché des résultats sur Internet, voilà les résultats qu'il a trouvés, et par la suite, il doit me donner une réponse qui sera directement dans End-up Execution. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré quelque chose, et qui va me donner la liste des personnes. Ici, on a un niche qui est très réduit, par exemple la RPA. Et pour ça, on a une seule personne. Si on est en train de chercher quelque chose d'autre, vous pouvez me donner des exemples. Et je pense qu'il va trouver plus de personnes. Donc là, sur argument, si on va sur le output schema, on trouve ici que voilà, il a défini ce qu'il doit me donner comme réponse, parce que si je supprime ça, je vais avoir une réponse qui est pas vraiment formatée. Et d'ailleurs, on peut le faire. Je supprime, je vais confirme, je demande la même chose. On va voir que cette fois-ci, le format, ça va pas être le même. Ici, il a trouvé la personne, un influenceur sur le RPA en France. Mais là, maintenant, le format, ça va être pas être la même. Et d'ailleurs, il a même pas en fait réussi à l'avoir. Je sais pas pourquoi. On peut faire un autre run. Et en tout cas, une chose qui était intéressante sur ce que tu as montré avant pendant qu'il est en train de tourner, c'est que tu lui as défini des champs que tu recherchais, mais tu n'as pas besoin, comme avant, où on définissait, si on faisait un data scrapping, des sélecteurs très précis pour dire ça c'est le nom, ça c'est l'URL. Tu as juste donné une description de qu'est-ce que le nom, et lui, il a su tout seul scraper la bonne page, récupérer l'information du nom, etc., etc. Exactement. Donc là, il n'a pas encore trouvé la personne. J'ai changé le fil vers Python. J'espère que cette fois-ci, non, il ne trouve pas. Je dois travailler plus sur le système prompt parce que j'ai fait ça à Après, tu peux l'arrache. peut-être remettre le schéma comme tu l'avais, il fonctionnait plutôt bien avec les trois champs restrictifs, hein. Alors, oui, par exemple, là, je trouve bien qu'il trouve bien les personnes, mais puisqu'en fait, je n'ai pas donné le schéma, il n'arrive pas en fait à formaliser ça d'une bonne manière pour le montrer par la suite. Alors, il y a des liens où ça n'a rien à voir avec des influenceurs, mais il y a d'autres liens où c'est possible de le faire. Donc, voilà.
est-ce que c'était clair? Parce que normalement, ça, c'est un exemple vraiment très, très, très simple, seulement pour voir comment ça marche. Mais un agent, il est normalement beaucoup plus compliqué que ça. On va trouver au moins 5 ou 10 outils. On va trouver un système prompt qui est très long. Je peux vous montrer. Par exemple, Invoice Dispute Investigation. Le système prompt, ça va être. Alors, Voilà. ouais, ok. Ça c'est la description. Ça, c'est le user prompt. Ça, c'est le système prompt. On voit bien qu'en fait, il est beaucoup plus long. Après, on fait appel directement ici, aux outils. Et ces outils-là permettent d'avoir des résultats. Donc, un vrai agent, ça sera plus compliqué que ça. Mais l'idée, c'est que, voilà, c'est comme ça que ça marche. Ok, Et donc après, on l'idée, c'était calcule, bien d'avoir sûr, le concept global, bien sûr. Alors, je pense qu'on a bien compris justement l'idée de, on a un prompt, on peut du coup aussi variabiliser ce prompt, comme tu l'as mis dans le user prompt, on pourrait changer du coup assez facilement les différents champs. Là, tu as mis Python. En fait, là, ce qui est bien, c'est que durant la démonstration, tu as mis RPA et ensuite tu avais mis, t'as mis France, après tu as mis Python France, etc. Et on peut avoir des résultats qui vont changer très facilement. Il y a une petite question qui est venue de Clarisse. Et d'ailleurs, on félicite aussi Clarisse qui est pour une deuxième fois UiPath MVP 2025, qui nous a posé la question sur les agents. Alors, Nicolas a répondu, mais je pense que ça peut être bien d'en parler pour tout le monde, comme ça tout le monde le sait. C'est qu'il y a aussi la possibilité de mettre en cascade les agents. Donc, on peut avoir un agent qui va appeler un autre agent, etc., etc. Donc, si vous avez des agents qui sont avec des prompts beaucoup plus spécifiques, ça peut vous permettre de avoir des résultats beaucoup plus accurate et ensuite faire remonter tous ces résultats-là, quoi. en fait, la partie orchestration des agents, c'était très, très important. Quand UiPath a sorti ce agent builder pour la première fois, on a donné des réponses. Donc, il y avait plusieurs individus qui ont donné la même remarque, c'est que comment on peut orchestrer de manière facile ces agents-là. C'est pour ça, en fait, UiPath sont en train d'introduire ce Agentic Orchestrator que je n'ai pas encore utilisé, mais c'est un sujet très, très important et je pense qu'on va avoir un outil à part qui va permettre de gérer tous ces agents parce qu'on va avoir des agents qui sont en train d'interagir entre eux. Et Donc, alors, ça voilà. me permet de rebondir sur une question que Guillaume a posée aussi. Je pense qu'il est un petit peu dans le même jalon de ça. La question de Guillaume, c'est que là, ce qui est bien, ce qu'on a pu voir, qui est super, c'est qu'on a un agent qui va passer les inputs à des tools comme tu as pu créer ou à un process robotisé, et après, on va récupérer les outputs. Est-ce que c'est possible de le faire un peu dans l'autre sens, en se disant, est-ce que on peut avoir un process qui va avoir récupéré de la data, qui va donner ça à un agent pour après les repasser dans d'autres tools, etc. Et donc créer la chaîne. Donc, ce que je comprends de la réponse que tu viens de donner, c'est que ce serait l'orchestrateur, agentic orchestrateur qui permettrait de gérer un petit peu le flow de processus en ayant des choses qui peuvent être déterministes avec de l'RPA classique et ensuite des briques un peu plus intelligentes pour faire passer les étapes suivantes, quoi. Oui, alors UiPath, ils ont pensé à ça. C'est une chose très, très importante. Le fait de pouvoir appeler un agent à l'intérieur de notre process, c'est très important pour UiPath. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté une activité qui est aujourd'hui en. Ils ont ajouté une activité qui permet de vraiment appeler un agent directement dans un process. Donc, on a cette activité aujourd'hui. Il est toujours en private preview, mais on peut appeler des agents avec des inputs et des outputs. Alors là, on ne dit pas les tenants, ce qui est très bizarre. Ah, t'as joué un peu trop avec les prévus, je crois. En fait, pendant que tu cherches, Reda, si je peux me permettre, effectivement, tu as l'activité Run Agent. Et puis dans Studio Web, tu auras aussi la possibilité, c'est en preview aussi, de créer des workflows. Et dans ces workflows, pour chaque étape, ça pourrait être un agent différent ou un robot différent ou une tâche manuelle qui pourrait être traitée par un utilisateur. Oui, exactement. Là, on a l'activité Run Agent qui permet d'appeler un agent qu'on a déployé, qu'on a fait un publish avant. Je n'ai pas fait un publish, mais si je reviens, j'ai fait un publish à l'agent, et ben, je vais trouver directement sur le C'est Agentic super Command. intéressant ce que tu es en train de montrer parce que jusqu'à maintenant, on était sur la partie développement. Et là, on vient de voir qu'avec un clic, comme on peut publier des packages pour créer des process, on a la même chose pour publier un agent. Et ensuite, on pourra le réutiliser du coup sur un workflow. Super. Oui, c'est vraiment, c'est ça en fait la force de ça. C'est UiPath,
sont pas là que pour ajouter des agents, ils ont déjà un écosystème en place. Et le fait d'ajouter des agents sur ce qu'on a déjà, ça permet d'avoir une combinaison très intéressante en termes de tools et agents, en termes de process agent, agent de process, etc. Donc, n'importe quel use case peut vraiment être automatisé en restant que sur l'écosystème mis en place. Ouais, clairement, moi, ce qui me frappe là, c'est que bah, c'est tout le temps, à chaque fois que UiPath propose un outil, c'est l'interopérabilité de ces nouveaux outils dans l'écosystème UiPath. On a la même chose quand on a IS Center, on fait un drag and drop en trois activités, on peut mettre en place ce qu'on a mis dans le IS Center pour l'utiliser, pour le document understanding ou autre. Et en fait, tout est déjà designé pour nous faciliter la vie, c'est la force de cet éditeur-là. Donc, enfin, je trouve ça génial en termes de use case. Voilà. Là, typiquement, justement, dans les inputs que tu avais mis, là, on voit la notion de pouvoir automatiser les recherches en ayant variabilisé dans le prompt les différents champs. Donc, on pourrait même réfléchir à se faire une boucle où on se dit, OK, on va chercher différentes personnes, différentes fonctionnalités, différentes personnes, différentes spécificités, différents pays. Donc, ce serait un simple for each où on va appeler plusieurs fois l'agent, par exemple. Et donc, on peut construire des briques unitaires d'agents spécialisés dans un domaine et après les appeler au fur et à mesure du workflow. Je pense qu'il y a un gros verrou qui est en train d'être levé. C'était tout ce qui était Human in the Loop, où avant, il y avait des choses qu'on ne savait pas automatiser. On avait besoin d'avoir une décision de l'humain ou une recherche de l'humain, où là, en fait, cet humain peut être de l'agent, et plus on aura des agents mieux entraînés et très précis, plus l'humain pourra prendre un peu plus de, de délégation sur l'automatisation. Donc, c'est vraiment Oui, une belle il perspective y a pour plein l'automatisation. d'idées. Mais il y a plein d'idées qui viennent en tête. Avoir un agent qui est là que pour faire le self-healing, par exemple. Pas besoin d'avoir une activité self-healing. L'agent, il sait déjà en fait tout le process. Et il est en train de suivre le process et à chaque fois que le process n'arrive pas à le faire, c'est lui qui. C'est comme un global handler qui est vraiment Ouais. intelligent et qui peut résoudre les problèmes à chaque fois. Donc, on peut Oui, faire donc on plein peut de être de choses. l'analyse de log et de relance, etc. Ou C'est après ça. alerter avec différents niveaux. Donc, limite, le support niveau 1 pourrait être réalisé par l'agent. Et après, on escalade s'il y a du développement en plus ou des choses un peu plus, ou l'applicatif qui a trop changé. Oui. Super, très clair. Je pense que pour toi, Reda, c'est bon, c'est au niveau de la démonstration que tu voulais nous faire. Donc, on voit que donc, ça, c'est disponible aujourd'hui sur la Cloud Community. Alors, pas, alors, en private preview pour le moment, bientôt en public preview. Et du coup, donc c'est vraiment, on a pu le voir en moins d'une demi-heure, on a pu construire un petit pour. Alors, le prompt était déjà écrit, donc peut-être qu'il faut aller 2 heures pour commencer un petit peu à jouer avec. Mais voilà, en 2, 3 heures, vous pouvez avoir votre premier prompt, vos premiers tests et vos premiers résultats, vos premières erreurs techniques peut-être. Et à partir de là, bah, pouvoir construire les premiers agents et s'amuser à les connecter. Alors, une question. Euh, Toujours sensible, alors pas qu'en Suisse, mais notamment en Suisse, c'est sur la partie de la stockage de la donnée. Euh, alors, est-ce que la question est orientée sur le fait qu'est-ce que c'est sur du cloud, est-ce qu'on peut l'avoir en on-prem, ou est-ce que c'est sur la question, Clément, il est sur la question de l'utilisation aussi. Donc, c'est j'ai obtenu mon résultat comme il nous a montré sur un JSON en sortie, et ensuite je veux la repasser à un autre agent ou à un autre processus, juste pour être sûr de bien comprendre la question. Et si tu veux, n'hésite pas Alors, à les deux. Donc, la première question, donc, bon, je pense que là, c'est sur le cloud UiPath, donc la réponse sera sur le cloud UiPath. Je ne sais pas, Nicolas, si ces genres de fonctionnalités sont prévues pour être sur du on-prem aussi ou pas. Euh, à terme, potentiellement sur du on-prem avec Automation Suite, mais avec toutes les problématiques que ça peut inclure, puisque L'installation on parle de LLM ici, donc c'est toujours la problématique du LLM. Alors, Mm. je peux ajouter plusieurs choses là-dessus. Bientôt, donc je pense que ce serait autour de juin, on pourrait aussi pas seulement avoir les LLM du marché, mais aussi si vous avez développé votre propre LLM dans votre entreprise, pouvoir sélectionner ce LLM comme le LLM utilisé par John Builder. Donc, dans ce cadre-là, je vois pas ce qui empêcherait d'avoir dans Automation Suite, mais évidemment, aujourd'hui, on est en private preview Automation Cloud seulement. Donc, tout est stocké, si vous êtes en Europe, tout est stocké en Europe. Même si vous faites des appels à un LLM type OpenAI, c'est l'instance européenne d'OpenAI qui va être utilisée. Donc ça, c'est la première réponse. Pour une réponse plus suisse, je peux partager ça avec vous aujourd'hui, c'est qu'on va avoir d'ici la fin de l'année une région suisse pour le cloud du iPass. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir héberger en Suisse Automation Cloud. Ce que je peux pas vous dire, c'est qu'effectivement, là, pour le coup, pour l'appel du LLM,
Euh, Où est-ce que sera le LLM? Ça va aussi dépendre de ce que proposent nos partenaires parce que là, comme vous avez pu le voir, on utilise OpenAI, mais pour Autopilot for Everyone, on utilise Anthropic, donc ça dépend évidemment de chacun de ses fournisseurs. L'idée pour nous, c'est pas de remplacer OpenAI ou Anthropic ou Google, c'est de jouer avec le meilleur du moment et de proposer les meilleures solutions. Super. Et du coup, la deuxième partie de la question de Clément, donc peut-être pour Reda ou pour Nicolas. Donc typiquement, là, Reda, tu vois, tu as mis en place un schéma en sortie, donc un JSON avec bah, le nom, l'URL, et je sais plus c'était quoi le troisième champ que tu avais récupéré. Euh, une fois qu'on a cette réponse-là, comment bah, notre process pourrait le récupérer, ce résultat-là? Donc comment on fait un peu cette cascade-là pour que l'input, c'était mon prompt que j'ai lancé, j'ai un output qui est le top influenceur à contacter, et ce résultat-là, j'ai besoin de l'utiliser ensuite soit moi manuellement, soit par un autre robot qui va lui envoyer un mail, par exemple. Si je suis en train d'utiliser l'agent directement sur le process, ben là, je vais prendre le output qui est donné directement par l'agent. Si je suis en train d'utiliser l'agent sans process, dans ce cas-là, je dois ajouter un autre outil, un autre tool qui permet d'enregistrer l'agent, par exemple, sur un storage bucket quelque part. D'accord. Et après, on avait aussi qu'on peut le faire dans le workflow de, d'un studio web, par exemple. Donc, on aurait le JSON donc stocké Oui, dans Studio Web. Et ensuite, à partir de là, donc c'est toujours dans Cloud UiPath. Et là, on aurait donc un JSON à parser qu'on pourrait continuer à utiliser, quoi. exactement. Donc là, j'ai le input et après, je peux avoir le output qui est, je sais pas, il est où? C'était là. Mais normalement, ok, bah, je vais chercher après. Mais Mais on l'output aurait est pu donné l'avoir sur dans un le. workflow global, en tout cas. Il faut Et peut-être après, que une Qu'est-ce tu qu'on fois. est réactives, là? rafraîchisses l'activité si tu vois pas l'output. Ouais. Ok. Ok. Ton agent avait une sortie déjà. Oui, ils avaient construit un schéma en sortie. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment. Et donc pour je crois que la public preview, devrait être faite d'ici fin mars. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin vous pouvez vous inscrire librement sur le site Insider. Aujourd'hui, effectivement, on cadence, et on a pas mal de clients qui ont démarré et on cadence l'ouverture à ces clients-là. On a même certains clients qui sont déjà partis en prod avec ces solutions Agent Builder et Agent Orchestration. Donc, super, merci Reda. Là, tu on voit l'output qui apparaît. Oui, Et toujours dans le même giron, et il y a une question qui est remontée sur la partie versionning. Donc, comme on publie des packages, là, si tu reviens sur ton agent que tu avais construit, si tu refais un publish, on aura une version différente qui va apparaître. Voilà. Donc, on voit bien la versionning, donc la capacité d'utiliser différentes versions sur différents workflows, process, et de pouvoir réutiliser les différentes versions dans différents processus aussi. Parfait. Alors, j'ai fait le tour d'à peu près toutes les questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en suspens. Il nous reste 5 petites minutes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions et n'hésitez pas de profiter de l'expertise qu'on a avec nous autour de la table. En attendant d'autres questions, je vous encourage à tester Agent Builder. C'est vraiment facile de démarrer avec, de faire des choses assez sympas. Et comme le disait Reda Yad, ce qui est bien, c'est qu'on peut construire par-dessus des automatisations existantes, quoi. Donc, on peut profiter, ajouter cette intelligence de l'agent facilement par rapport à des automatisations qui existent déjà. C'est plutôt, Alors, plutôt on a satisfaisant. deux questions qui arrivent. Du coup, alors, il y en a une que tu as répondu, mais on peut le poser pour tous, qui était la partie ah non, pardon, qui n'était pas encore posée, la partie du déploiement. Donc, cet agent a été développé, mis dans l'orchestrateur, il est à disposition. Si trois utilisateurs veulent pouvoir l'utiliser, comment ça se passe? Est-ce que c'est au niveau de l'assistant qu'on aura euh, une petite feature supplémentaire pour pouvoir échanger et lancer cet agent?
Reda, est-ce que tu veux Ah, répondre? Ouais, je vas-y. sais pas. Non, vas-y, Nicolas. Oui, alors tu peux, en fait, tout simplement, on peut voir utiliser l'agent depuis l'assistant, appeler l'agent comme on appellerait finalement une autre automatisation. On va pouvoir utiliser cet agent bah, dans les workflows dont je parlais tout à l'heure, ou la montrer dans les automatisations. Donc voilà, il y a des différents moyens, même dans Autopilot for Everyone, Excellent. qui est un autre, finalement, notre agent front-end qui peut appeler ces agents custom en fait. Et alors, une autre question, je pense qu'elle sera plutôt pour toi, Nicolas, qui est la question du pricing. Comment ça se Alors, passe pour le pricing? il y a rien d'officiel pour l'instant, ça devrait être indiqué dans les prochains jours. Mais de manière générale, on part sur une approche similaire au AI Unit, c'est-à-dire à l'utilisation, avec voilà. Dès que vous allez utiliser un agent, ça va consommer des unités et finalement, il faudra acquérir un certain nombre d'unités pour pouvoir les lancer. Et ce seraient des unités qui sont différentes des AA units. Donc, c'est un autre type d'unité encore. Je crois que c'est pas tout à fait encore défini, donc je voudrais pas trop D'accord, m'avancer là-dessus. Bon, peu importe, finalement, ça restera, ça sera la du consommation. consommable. Ouais. Ok. Parfait. Est-ce qu'on a une peut-être dernière petite question? Alors, il y en a une qui vient d'arriver. Un user, mais depuis l'orchestrateur, sans devoir installer l'assistant. Alors, est-ce que depuis l'orchestrateur, on pourrait faire un start job, entre guillemets? Donc, est-ce qu'il y aurait une interface disponible? Euh, Oui, oui, vous pouvez démarrer un agent depuis l'orchestrateur, comme n'importe quel processus. Pas de souci. Et pour aller un peu plus dans la réponse à Clément, ce qui est en preview aussi, c'est l'assistant, mais en version web. Donc, comme un service, ça se trouve peut-être que tu le vois déjà, Reda, dans la liste de des services disponibles. Donc, finalement, ça sera un peu l'équivalent de ce que vous avez sur l'assistant installé en local, et où vous pourrez lancer des automatisations comme lancer des agents. ok. Donc, là, Reda nous montre comment on peut créer un process qui serait notre agent. Voilà. Donc là, c'est vraiment un agent. Ok, super. Ok, super, c'est très clair. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Il nous reste 2 petites minutes. Sinon, comme ça, on a tenu parfaitement le Encore timing. une question, moi. Mais j'arrête d'écrire parce que j'ai mal aux mains après. Et concrètement, pour l'utilisateur final, finalement, là, l'agent, il est déployé, mais la partie chat, finalement, si je veux parler avec mon agent, depuis l'orchestrateur, là, ça se fait où? Il faut que je clique sur le bouton play, juste là? Ça sera pas par l'orchestrateur, ça reste pour Ah, l'IT, quoi. ouais, Euh, ça peut pas se faire sans avoir à déployer l'assistant, finalement. Pour c'est ce que je disais, l'utilisateur final. pardon, il y a l'assistant, ce qu'on prévoit, c'est l'assistant web qui sera accessible. Reda, si tu cliques sur les petits carrés là pour voir la liste des services en haut à gauche, si ça se trouve, tu l'as déjà. Ouais, ici. Si tu vas dans mort, tout en Tout en bas, bas. ouais, mort, ça se trouve, tu vois assistant Assistant. après test manager. Et donc ici, c'est comme l'assistant installé sur la machine, c'est que finalement on pourra interagir Avec avec l'agent, mais sans avoir à installer l'assistant. c'est ça. Après Ok. la limite alors je sais pas trop parce que ça c'est parmi les choses assez nouvelles. Je sais pas si on pourra lancer depuis cet assistant web des automatisations locales, des, des jobs, des automatisations qui impliquent des actions qui se produisent sur le poste utilisateur. C'est Mais possible qu'on potentiellement des robots non assistés, par exemple. Ça serait possible. Oui, tout à fait, ça, évidemment. Ouais, Et du coup, on arrive sur une version, comme on a le studio web, on a l'assistant web. exactement. Et qui va grandir avec le temps, évidemment. Ok, merci. Et Super. puis, je sais pas si vous savez, il y a aussi l'intégration Autopilot for Everyone, là, donc la partie Autopilot de l'assistant qu'on a là, qui est en train de se lancer sur le poste de Reda. Il y a une intégration avec Teams. Alors, typiquement, on peut avoir accès à Autopilot dans Teams. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont Teams, par exemple. Donc, ou Slack, d'ailleurs, ça marche aussi avec Slack. Et donc, dans une prochaine release, peut-être qu'on aura nos agents dans Teams et on discutera sur Teams avec eux et après, ils lanceront nos Mhm. processus. On peut Il y a tout. il y a une vidéo sur YouTube, si vous tapez dans YouTube
Teams et Autopilot, une vidéo simple faite par un de mes collègues qui montre depuis un Teams mobile comment accéder à ou à utiliser Autopilot et envoyer demander d'exécuter des automatisations, par exemple. Super. Voilà, faut la trouver. J'ai pas le lien en tête, mais elle doit être pas très loin. Je crois que c'est celle-ci. Euh, avec SAP là. C'est juste access SAP data from your mobile phone. Voilà. Donc, D'accord. c'est une petite Tu veux vidéo nous mettre le bonus. lien, Reda, dans le chat? Ok, je- Super. On arrive au Parfait. bout là. Il Exactement ce que reste j'allais dire. Je 3 pense que minutes. pour nous, c'est bon. Comme ça, on a tenu parfaitement le timing. Alors, moi, déjà, je tiens à remercier Reda pour ton temps et pour la qualité de la présentation. D'essayer d'être le plus pédagogue possible, être le moins de théorie et le plus pratique possible. Et merci aussi, Nicolas. Je pense que le, la vue un peu de l'intérieur que tu as était vraiment très, très euh, une grosse plus-value. Merci beaucoup pour vous deux, pour vos interventions durant le meeting. Et merci à toutes les personnes qui étaient dans le chat pour les différentes questions qui ont permis de rendre la session la plus vivante possible. Nicolas, est-ce que tu veux que je te laisse un petit mot pour la clôture? Bah écoute, je te remercie à nouveau et je remercie à nouveau Reda pour la séance qui était très intéressante, très dynamique. Merci à tout le monde pour avoir participé. N'hésitez pas à nous proposer si vous avez des idées de sessions que vous voudriez faire ou que vous voudriez voir des sujets à aborder lors des prochaines séances à nous contacter. Donc Audrey, il y a des mois. Et on se retrouve. L'idée, c'est de garder un rythme de une séance tous les 2 mois. Voilà, on vous tient au courant pour la prochaine. Super. Merci à tout Ben, le monde. merci beaucoup. Merci bien. Et à très Merci. bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci tous. Bien.